tu veux savoir si le M3 Pro du MacBook Pro 14 pouces est suffisant pour utiliser DaVinci Resolve Studio, tu es tombé sur la bonne vidéo. Salut tout le monde, je m'appelle Clément, je suis vidéaste indépendant et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur ce MacBook Pro M3 Pro que j'ai acheté il y a maintenant 4 mois et je vais pouvoir te donner mon avis. Dans une prochaine vidéo, je te donnerai mon avis sur la transition Windows à macOS, sachant que c'est mon premier MacBook tout court, donc la première fois que j'utilisais macOS de ma vie, sachant que je suis un utilisateur Windows depuis toujours et aussi un utilisateur un peu plus léger de Linux. Donc cette vidéo, ça va vraiment être là pour traiter DaVinci Resolve Studio, parce que c'est vrai que c'est le logiciel que j'utilise principalement tous les jours sur mon ordinateur, et je l'ai acheté pour ce logiciel-là, pour toutes ses capacités qu'ils nous vendent Apple, et je vais donner mon avis par rapport à ça exactement, et dans une prochaine vidéo, je donnerai un peu plus sur macOS en général. Et abonne-toi parce que ça va être un peu violent. Je ne suis pas du tout un fanboy d'Apple, j'ai toujours critiqué cette marque et je vais continuer de le faire. Dans cette vidéo, ça va être assez positif, tu verras, en tant que vidéaste. Il y a quand même des choses très intéressantes sur cette machine. On va commencer, donc cette vidéo est chapitrée, on va commencer par parler de la machine en elle-même, ses caractéristiques, donner mon avis brièvement là-dessus, et ensuite je vais parler de DaVinci Resolve sur cette machine précisément. Alors les spécifications, c'est le MacBook Pro 14 pouces M3 Pro de base, donc 11 cœurs CPU et 14 cœurs GPU, 18 Go de RAM, donc la version de base, ça peut monter jusqu'à 36 sur un M3 Pro. De base, il y avait 512 Go, je l'ai upgrade à 1 Tera parce que 512 Go, c'est juste, c'est rien, c'est vraiment rien. Surtout qu'on ne peut rien modifier, il faut bien le savoir, c'est des machines où j'espère qu'il y aura une loi européenne qui va sortir pour qu'Apple arrête ces conneries-là, parce que autant dire que tu as acheté un SSD dedans, et tu ne le changeras jamais. Voilà, tu changeras de machine et après il nous parle d'écologie. Super, voilà, MDR, enfin bref. C'est un autre sujet, mais en tout cas, sachez que prenez un minimum de stockage. 512 Go, de mon point de vue, c'est ridicule. Surtout les MacBook Air où là c'est 256 Go, c'est ridicule de chez ridicule. Et là j'ai pris 1 Tera qui est très très rapide. Je tiens à préciser qu'au niveau des specs, on est à quasiment 7 Go octets en lecture et à un peu plus de 7 Go en écriture, ce qui est excellent en termes de vitesse, franchement rien à redire. Je sais que le modèle 512 Go est quand même nettement moins rapide, donc pareil, hein, tu payes le stockage en plus, par contre la différence de vitesse elle est là. Je sais pas si tu prends les modèles 2 Tera, 4 et 8 Tera sur les plus gros modèles, est-ce que c'est beaucoup plus rapide? Je crois que c'est un peu plus rapide mais pas beaucoup plus. Voilà, après on est un peu au max du PCI Express 4, c'est du PCI Express 4 là-dedans, donc voilà, on est sur quelque chose qui est très très rapide, il n'y a rien à redire sur le stockage, à part qu'on ne peut pas le changer. Donc voilà, le jour où c'est usé, sachant que j'ai regardé hier, je suis à 99%, donc j'ai perdu 1% de sa capacité, de sa durée de vie, sachant que je l'ai depuis 4 mois. Alors j'utilise tous les jours, hein. Donc voilà, il faut relativiser, j'ai un usage très poussé de cette machine, mais quand même j'ai perdu 1% en 4 mois. Je me dis quand même, dans quelques années, je sais pas dans quel état sera le SSD, mais je suis pas sûr qu'il tienne 10 ans, vu à la vitesse où ça va. Et après voilà, je pense que dans cette machine là dans 10 ans sera, pour quelqu'un qui veut un usage très basique, sera encore suffisante. C'est un modèle 14 pouces, je voulais absolument un 14 pouces pour le fait d'avoir une machine transportable. Ma machine préférée que j'avais avant, c'était le Lenovo Slim 7 que j'avais présenté sur ma chaîne. Le Lenovo Slim 7 que j'ai acheté en 2020, machine incroyable, franchement je kiffe, enfin je kiffais cette machine, je l'ai vendue, et pour cause de performance. Cette machine là est très très bonne, très bon clavier, très bon trackpad, il n'y a rien à redire, l'écran est magnifique, c'est de l'écran mini LED, donc on a une luminosité qui va jusqu'à 600 nits en SDR, qui est excellent, vraiment, ça c'est cool. La définition est très bizarre chez Apple, hein, c'est vraiment des définitions, au de mémoire je me rappelle plus, mais elle est très très élevée parce que je ne vois pas les pixels, ça c'est génial. 100% DCI-P3, ça c'est excellent, la colorimétrie est parfaite. 120 Hz, ça c'est cool, c'est le minimum à mon goût, hein. Aujourd'hui c'est vraiment minimum 120 Hz, surtout sur des machines pro. En dessous, pour des machines de créatifs, c'est vraiment
c'est pas ouf, quoi. Aujourd'hui, quand j'utilise un PC en 60 Hz, je suis là, ça rame. Voilà, 120 Hz, c'est vraiment le minimum. Au niveau connectique, en tant qu'usage professionnel, sache que c'est quelque chose de très bon. C'est vrai que dans les anciennes machines, avant les MacBook Pro ARM de chez Apple, c'était une catastrophe. Pendant des années, ils étaient en USB-C. Le 13 pouces, c'était 2 USB-C. Le 15 pouces, c'était 4 USB-C et un jack. Et c'était tout. Et c'est tout. Donc c'était vraiment pourri. Là, c'est le modèle M3 Pro. Hein. Le modèle M3 tout court a un USB-C en moins. Il faut bien le prendre en compte. On a 2 ports USB de type C Thunderbolt 4. Ça, c'est génial. Une prise propriétaire de charge MagSafe 3 de mémoire, c'est ça. Une prise jack, un port HDMI 2.1, un vrai 2 points, donc c'est 4K 120 Hz. Ça, c'est très cool. Franchement, très très bien ça. Un troisième port USB Thunderbolt. Franchement, c'est pas de refus. Surtout sur un 14 pouces. Et un port carte SD UHS 2. Donc, on est, je dirais, quasiment parfait au niveau des connectiques. La seule connectique qui manquerait, c'est un port USB-A et c'est tout. Après, vu les capacités de cette machine, voilà, moi je sais pas combien de temps je vais la garder parce que on va reparler des performances après de mon usage, mais pour quelqu'un qui ne demande pas énormément d'usage, qui a envie d'une machine pour faire de la créativité pas très poussée, je pense que cette personne-là va garder cette machine très longtemps, vu qu'aujourd'hui on a quasiment que les nouveaux périphériques clavier-souris qui sont en USB-C ou Bluetooth, qui fait que aujourd'hui l'USB-A, quand on regarde les nouveaux appareils, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant de ne plus avoir d'USB-A. Alors après, évidemment, là je te donne un exemple, ma souris qui est là, voilà, c'est de l'USB-A. Là, tu vois, je suis obligé d'utiliser un adaptateur qui est juste ici. Mais ça, c'est les anciens appareils, c'est logique, on a une transition qui est depuis des années, ça prend un peu de temps. Dans les défauts techniques, très très important, juste ici, tu vois où je mets mon doigt, on a une saloperie d'encoche. Franchement, c'est horrible cette machine-là. Alors c'est moche, sans parler du design, c'est surtout l'usage en fait qui est problématique. C'est-à-dire que tu l'oublies vite. Visuellement, honnêtement, c'est pas si dérangeant que ça parce que tu l'oublies vraiment. Le problème, c'est que comme le macOS fonctionne avec un système de barres où il y a beaucoup d'informations en haut à droite et en haut à gauche, alors surtout en haut à droite, moi j'ajoute beaucoup de fonctionnalités pour voir mon moniteur, etc. Bon bref, j'ai un petit problème psychologique par rapport à ça. Mais bref, j'ajoute beaucoup de choses en fond, et là comme tu vas pas le voir, et ben en fait il y a plein d'autres choses qui sont affichées, mais elles sont cachées. Et donc je peux pas les sélectionner, parce qu'en fait ma souris là est derrière. Bref, c'est complètement débile ce design, je trouve ça juste horrible. Il n'y a que Apple qui fait ça, vivement qu'ils arrêtent. Autre point très dérangeant, c'est les bords tranchants de la machine. Vraiment, ça c'est dérangeant. C'est que tu poses ta main et c'est pas du tout agréable. Alors vraiment pas. Je sais que mon Slim 7 avait exactement le même problème, sauf que lui c'était plus problématique parce que le bord était plus fin. Donc tu avais tendance à vraiment à poser ton poignet sur le bord tranchant et sur le moment où tu dis ça va, au bout d'un quart d'heure c'est relou. C'est relou, c'est pas agréable. Là, vu qu'on a de l'espace, comme tu peux voir sur le 14 pouces, ça va. On s'en sort, mais honnêtement, je trouve ça pas terrible. Autre point, et ça se passera en dessous, les petits patins, en fait ils glissent. Voilà. Je te montre, hein, je suis sur un bureau si classique, voilà. Je le pousse à peine. Hein. Il part. Donc c'est pas terrible. C'est-à-dire que quand tu veux prendre ta machine, tu veux l'ouvrir. Voilà, tu vois. Je l'ai poussé, alors que je vais essayer de pas le pousser. Ouais, ça pousse. J'ai à peine forcé qu'elle a un peu avancé. Bon là ça va. Voilà, bref. Ça c'est les défauts techniques vraiment qu'il faut prendre en compte. Si ça peut passer pour toi, bah, c'est parfait. Point incroyable, et là on va arriver sur le processeur qui est dedans, le M3 Pro, c'est le système de refroidissement que j'adore. Que quand tu me regardes juste en dessous, tu vois là je te montre, là je regarde le retour caméra, tu n'as pas de grille avec les ventilateurs qui sont juste derrière. En fait tu as des tranches qui ont été creusées sur les côtés. Et de mémoire, ouais, derrière, tu as des trous en plein milieu. Et en fait, ces emplacements-là, c'est pour que l'air passe. Et qui fait que tu as des petites grilles, enfin, tu as un petit filtre poussière sur les deux côtés. Et l'air est aspiré ici et ressort à l'arrière, sur les côtés. Voilà, là où il y a mes mains.
ici. Et ça ressort aussi devant, au-dessus de l'écran. Très honnêtement, système de refroidissement incroyable pour le M3 Pro. On va parler du M3 Max après. Si tu prends le modèle M3 tout court, tu as un seul ventilateur. Et honnêtement, ça suffit. Parce que le M3 chauffe pas. Déjà que le M3 Pro chauffe pas, alors le M3 ça chauffe encore moins. On va parler de DaVinci Resolve. Alors DaVinci Resolve, honnêtement, c'est une version studio, donc c'est une version qui utilise le GPU de ton ordinateur, donc que ce soit sous Windows ou sous Mac, et même sur Linux. C'est un usage très important parce que le GPU est beaucoup plus adapté à la vidéo que le CPU. Voilà, ça paraît un peu évident, mais pendant des années, c'était pas le cas. Et là, ça fonctionne très bien. Alors, on va parler des usages très concrets là-dessus. Moi, j'utilise du 4K, comme là, tu vois ici. Le décodage et l'encodage vidéo est très très rapide. Dans cette machine, dans ce processeur-là, tu as un seul encodeur vidéo et décodeur vidéo Apple, sachant que si tu prends le M3 Max et les anciens M Max, tu as 2 encodeurs. Donc tu vas 2 fois plus vite. Et c'est pas genre théoriquement ça va 2 fois plus vite. Ça, c'est les choses à prendre en compte. Sans parler du tarif, hein, il y a aussi ça à prendre en compte. Un M3 Pro qui a un encodeur qui est très rapide. Pour de la vidéo brute, vraiment de la vidéo tout court, rien à redire. Vraiment, dans DaVinci, tu fais du cut sur une vidéo brute, sans effet, c'est incroyable. Ça va très très vite, c'est instantané. Tac, 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 t'enchaînes le truc. Ça, c'est parfait. Pour un usage avec des effets, là, ça se complique. Évidemment, c'est le modèle 14 cœurs GPU. Il ne faut pas t'attendre à des dingueries. En termes de performance, si je devais comparer à une carte graphique Nvidia, je dirais qu'on est équivalent à une RTX 3050 mobile assez limitée. Je dirais qu'on pourrait comparer à un XPS 15, les anciennes générations, avec une 3050. C'est à peu près l'équivalent en puissance brute, hein, si on pouvait comparer. Sachant que c'est un peu compliqué de comparer ces deux modèles vu que ça n'a rien à voir, mais si je devais comparer en puissance brute, ça serait cette machine-là. On a quand même un décodeur qui est très performant, le GPU qui arrive malgré tout à suivre, mine de rien, vu ses performances brutes, en tout cas sur le papier, il s'en sort très bien. Franchement, si tu fais des effets spéciaux de base, c'est-à-dire des transitions que tu viens chercher, des solutions pas trop compliquées non plus, moi j'utilise le Voice Simulation, tout ce qui est recadrage automatique, alors je crois que ça utilise le NPU, je ne suis pas sûr à 100% parce que je ne peux pas voir l'utilisation du NPU, mais de mémoire ça utilise le NPU, ça c'est cool, c'est vraiment cool d'avoir un NPU. Je sais que le masque magique n'utilise pas le NPU ou il utilise, mais en tout cas je ne sais pas. Parce que quand j'utilise le masque magique, là j'atteins la limite énorme de cette machine, c'est que le masque magique consomme beaucoup de performance GPU et un petit peu CPU, et là on voit la limite. Le denoiser, pareil, c'est compliqué, c'est très compliqué pour cette machine de suivre avec. Donc on est sur des usages où tu atteins la limite tout de suite. Alors tu as le système de proxy qui permet de pallier à tout ça. En final on s'en sort quand même avec des petites bidouilles. Mais on n'est pas sur un usage fluide. C'est-à-dire que si tu voulais monter avec voice isolation d'activer, la réduction de bruit numérique, le masque magique, oublie, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment, oublie ça, c'est mort, c'est mort, oublie ça. Pareil, j'ai un plugin pour un effet pellicule Kodak et bah ça rame. Alors ça tourne, mais ça rame. Comment je pourrais dire par rapport à l'usage de cette machine, bah déjà c'est que quand tu es en mode portable, tu as exactement les mêmes performances que branché, ça c'est très cool. Il ne chauffe pas du tout, alors vraiment pas, hein, vraiment pas, sachant qu'il est posé en vertical avec ce petit repose PC. Et bah, ça fonctionne très bien. À ce niveau-là, j'ai aucune chauffe. Ça, c'est génial. L'encodage, quand tu as des effets, c'est un peu long en fonction de ce que tu fais, évidemment. Mais c'est par rapport à la consommation, sachant qu'on est environ à 25 watts dans les maximums, à peu près sur DaVinci que j'ai atteint, c'est très faible en termes de consommation par rapport aux performances que tu as. Donc vraiment, quand on compare à ce qu'on consomme, c'est incroyable comment les processeurs ARM sont vraiment des processeurs pour moi d'avenir. Apple le prouve avec ces machines-là.
On a les X Elite, je pense que je referai une vidéo par rapport à ça, qui sont sortis. Un autre point extrêmement négatif, et là je l'ai découvert au fur et à mesure de mon usage et mon adaptation à macOS, c'est que, et ça il faut en parler, on n'en parle pas tant que ça, c'est que sur les MacBook, tu as le Rec 709A, donc le A comme Apple, et dans DaVinci, il faut absolument modifier ces paramètres, sinon tu vas faire ton montage, tu vas dire ah bah c'est impeccable, les couleurs sont nickel, tu fais ton encodage et là tu fais ouais mais c'est pas les mêmes couleurs là, c'est un peu le gamma est plus faible, comme si c'était tout terne, c'est pas ouf. Et en fait il faut activer cette option là. Je t'invite, je vais essayer de te trouver des vidéos qui sont très intéressantes par rapport à ça, qui expliquent bien comment le faire. Et concrètement, tu es obligé de détériorer en fait, avec l'encodeur Apple de merde, de détériorer une image. Pourquoi je dis de merde? Parce que tu filmes avec là l'image brute que je vais avoir de mon boîtier, je la mets là-dedans, et là il va m'afficher une image très terne. Voilà. L'encodeur va afficher un truc très terne. Il est hyper performant, par contre il affiche des couleurs dégueulasses. Et là tu es là, tu fais ah mais c'est pourri. Et en fait, pour pallier à ça, tu es obligé d'étalonner ta vidéo. Ce qui est juste pourri, parce que je te donne un exemple, quelqu'un qui n'a pas envie de faire de l'étalonnage, bah, il est obligé de le faire parce que sinon sa vidéo va être dégueulasse. Juste ça me ferait changer de machine si quelqu'un prend aussi un nouveau processeur Nvidia ou AMD est meilleur par rapport à ça. Vraiment, juste ce truc-là est très très dérangeant, même si en soi l'usage du montage là-dessus en lui-même c'est très très confortable, avec le clavier qui répond bien, le trackpad qui répond très bien, qui est très précis. Le son, j'en ai pas parlé du son, les haut-parleurs sont très très bons, vraiment je pense qu'on est dans les meilleurs haut-parleurs 14 pouces qui existent sur le marché, rien à redire là-dessus, vraiment si tu veux écouter un peu de musique, pas trop fort parce qu'il faut pas non plus, ça reste un PC portable, le son est très 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 bon. Et l'autonomie, quand tu fais du montage comme j'ai dit, ça consomme pas tant que ça sur DaVinci, vu que c'est très des pics de consommation, et après tout ça redescend. Voilà. Le décodage ne consomme rien et c'est les effets qui vont consommer, sachant que tu fais pas des effets pendant tout le long en général. Donc l'autonomie est excellente. Je suis incapable de dire combien de temps exactement, vu qu'en fonction des projets c'est différent. Mais l'autonomie est incroyable. L'écran, comme j'ai dit, 600 nits, donc tu peux monter à l'extérieur. Ça c'est cool. Alors au soleil, non. Mais à l'ombre, tu pourras l'utiliser parce que la luminosité est vraiment très très bonne. Là, tu vois, je suis au maximum. Alors, j'ai mon spot à côté, donc tu vas peut-être pas t'en rendre compte. Point très 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 compliqué chez Apple parce qu'ils se foutent de votre gueule à vous dire on a un MacBook Pro, ça veut dire quoi Pro? Professionnel, 8 Go de RAM la version de base si tu prends le M3 tout court. Alors, pour cas concret, j'ai quelqu'un que je connais qui a acheté le modèle de base M3 avec 8 Go de RAM. Quand il m'a dit ça pour monter sur DaVinci, la version studio, il m'a dit ouais bah ça suffit. Je lui dis ouais bon bah d'accord, bah si tu veux peut-être que ça va lui suffire. Et je sais que quelques heures plus tard il me rappelle, il me fait ah non en fait ça suffit pas, ça suffit pas du tout. Le gars il était en swap énormément. Alors ça c'est un truc on va reparler peut-être sur macOS, la vidéo où je parlerai de ça, c'est que tu as 18 Go de RAM unifié sur ce modèle là, et en fait ce que ça veut dire dans unifié, parce que ce qui m'énerve chez les pros Apple c'est qu'ils y connaissent rien, mais vraiment rien, c'est ça qui est chiant, et qui vont t'expliquer que 8 Go de RAM ça suffit. Voilà, déjà réfléchis à ce que tu dis avant de dire des conneries. 18 Go de RAM en fait là-dedans ça comporte, je vais t'expliquer, 12 Go de VRAM et 6 Go de RAM. Alors c'est très bizarre comme configuration. Alors est-ce que sur DaVinci c'est une limite 18 Go de RAM? Eh bien oui et non. Dans du décodage, encodage, aucun problème, aucun problème. Vidéo brute, étalonnage, nickel. Petite transition, nickel. Dans un cas où tu fais de l'upscaling, tu as un mode upscaling dans DaVinci qui est, là je suis sur la 18, qui est pas qui est vraiment pas bon. Honnêtement, on sent que c'est la première version. J'ai plus là pour dire on a fait une version upscaling. Enfin bref, ça bouffe d'un coup 8 Go de swap. Là je suis là, wow. Ah oui, donc le swap, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, quand le système n'a plus assez de RAM disponible, et ben il va utiliser le SSD comme RAM.
Alors, il va prioriser, c'est-à-dire que s'il peut tout ce qui sert pas sur le moment, il va le mettre sur le SSD, parce que le SSD, mine de rien, il est très rapide, mais crois-moi, il a des années-lumière de la RAM, mais vraiment à des années-lumière. Donc, on oublie le SSD, on met les usages qu'on n'utilise pas sur le SSD, comme ça on charge ça là-dessus, et on libère de la RAM. Problème, c'est quand tu utilises beaucoup de RAM, et ben en fait, tu vas utiliser ce que tu as besoin à l'instant T sur le SSD. Donc, tu vas te retrouver dans une situation où le système met RAM, et quand je dis RAM, et après à chaque fois je voyais ça, j'étais en mode, je me disais mais c'est pas possible, les gens qui sont en train de t'expliquer que 8 Go de RAM ça suffit, et moi je suis avec mon 18 Go de RAM, et là je suis avec mon système qui rame dans tous les sens parce que il utilise le SSD comme RAM et il a juste plus assez de RAM, et bah, le SSD bah, il fait comme il peut, du coup il est à fond, il écrit, il lit, il écrit, il lit, alors déjà l'usure du SSD, comme j'ai dit, je suis à 99%, donc ça veut dire que je suis en train de le bousiller, ton SSD. C'est un système qui est génial, hein, le swap, hein, sachez-le. Le problème, c'est que quand tu veux pas changer ton SSD, bah, tu l'uses, mais beaucoup. Et sur le moment, aucun problème, mais dans quelques années, sache que les performances vont réduire et tu vas te retrouver avec potentiellement des erreurs. Et là, ça sera la merde, parce que du coup, ta machine sera quasiment finie et tu pourras l'acheter parce que c'est ton SSD qui sera mort et comme tu peux pas le changer, terminé. Donc oui, 18 Go de RAM pour un usage léger de DaVinci, ça fonctionne parfaitement bien. Dès que tu vas commencer à pousser, tu vas atteindre la limite. Au final, on s'en sort très bien. Voilà, sur DaVinci, hein. Sur DaVinci, j'ai des usages genre notamment Topaz Vidéo. Je sais que Topaz, c'est très limite, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à tirer dessus, à faire plein d'options en même temps, eh bien, je vais avoir le système macOS qui rame dans tous les sens parce que j'ai pas assez de RAM. Voilà. Ça fonctionne, mais ça part une galère de ouf. Est-ce que ça vaut le coup de payer de passer à 36 Go de RAM sur le M3 Pro? Non. Je vais m'expliquer pourquoi. On va passer au M3 Max. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le M3 Max? Sache que pour le modèle 14 pouces, tu peux aller jusqu'au M3 Max, 128 Go de RAM, donc c'est un truc de ouf, jusqu'à 8 Tera. Enfin bref, sur le papier, c'est un truc de fou furieux. Sauf que ça va te coûter 7000 balles, je sais plus, 6000 euros, je sais plus, c'est gigantesque. On part dans un délire complet. Moi, je l'ai acheté pour un usage professionnel. Hein. C'est vraiment, je l'ai pas acheté pour du perso. Je l'ai payé 2500 euros que je l'ai acheté neuf. Si tu veux le M3 Max de base, donc qui est quand même beaucoup plus performant, hein. Vraiment on a une différence GPU qui est énorme, et au niveau de la RAM aussi qui passe de 150 gigabits par seconde à 300, attention, jusqu'à, c'est la VRAM hein, qui est pris en compte dans ce chiffre énorme, parce que pareil, hein, les pros Apple ne comprennent pas tout ça. C'est pas grave, je suis là pour rétablir la vérité. Et si tu passes sur le modèle M3 Max de base avec 36 Go de RAM, un GPU de 30 cœurs et 1 Tera de stockage, tu passes à 4000 euros le 14 pouces. 4000 euros, ça fait très cher. Alors, tu as une machine qui est d'une performance de fou furieux, ça c'est sûr. Sache que ça va chauffer beaucoup plus parce que c'est exactement le même châssis, c'est exactement quasiment le même système de refroidissement, c'est juste que le processeur est plus gros, du coup ils mettent une plaque avant les caloducs plus grosse. Mais c'est exactement pareil pour le reste. La consommation est plus élevée, donc il chauffe plus. Alors le M3 Pro, comme j'ai dit, il ne chauffe pas, ça c'est cool. Il chauffe très peu, mais quand tu le pousses à fond, évidemment ça chauffe, mais voilà, ça reste relatif. Honnêtement, si j'avais eu le pognon, je serais parti sur le modèle M3 Max de base, parce que le M3 Max au-dessus coûte 4600 euros. Donc tu fais un bond énorme, ou 4550, je sais plus, mais c'est un bond énorme quand même. Par contre, tu passes à 48 Go de RAM, ce qui est cool, ce qui est vraiment cool. Et là, rendu là, tu peux commencer à te poser des questions en te disant, est-ce que je peux commencer à faire de l'IA dessus? Parce que là, tu peux le faire, mais avec des tout petits modèles. Parce que tu as 18 Go de RAM, et après, tu entends des gens te dire que ça suffit. Tu veux le max du max, mais tu n'as pas envie que ça chauffe, tu seras obligé de partir sur le modèle 16 pouces, qui pour le coup a un système de refroidissement beaucoup plus performant. Et là, le cas du MacBook Pro 16 pouces, et ben, en termes de performance, c'est une des meilleures machines que tu peux trouver à l'heure actuelle, parce que les performances sont juste gigantesques. Vraiment, tu as des performances de fou furieux. CPU, ça c'est sûr, on a dit c'était très bon, mais GPU, c'est un truc de fou furieux. Et comme je t'ai dit, tu peux aller jusqu'à 128 Go de RAM, alors ça va être utile pour ceux qui font des VM et surtout aujourd'hui de l'IA, parce que tu auras des performances incroyables. Sache que le NPU dedans est
obsolète, avec des guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est 18 tops, sachant qu'on a le X Elite qui vient de sortir qui a 45, et on a eu le remplacement du M3 par l'iPad Pro qui passe au M4, et le M4 passe avec un NPU de 38 tops. Donc tu passes de 18 à 38. Le bond est gigantesque. Donc ça c'est très bien parce qu'au moins ils augmentent les performances là-dessus. Mais du coup le NPU qui est dedans est largué, mais complètement largué. Je sais que AMD prévoit de remplacer son NPU qui a un peu moins performant que celui-ci, il est à 16 tops, donc voilà, on est un peu équivalent. Et à l'heure actuelle, les pires c'est Intel, ils sont à 11. Donc Intel, ils sont un peu éclatés au sol par rapport à ça. Mais sache que le NPU qui est dedans, pour l'instant, je ne sais pas s'il est utilisé. Et je ne sais pas s'il sera exploité avec les nouvelles versions de macOS, j'espère que oui. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça répond à toutes tes questions. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo, ça sera sur macOS, ça va clasher, hein, ça va être violent, sache-le. Donc macOS, ils vont prendre cher, ils vont prendre très cher comparé à Windows. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a donné des informations pour ton choix en tant que monteur. Et moi je te dis à la prochaine vidéo, salut!